Ok, merci Benoît. Alors, il faut que je trouve ma présentation. Voilà, toujours les effets démo. Ok, donc j'ai été présenté plusieurs fois. Donc Xavier Texier. Effectivement, je travaille pour Compagnie Fromage et Richemont, mais auparavant une longue expérience pour le groupe Bell. Ce que je vais témoigner aujourd'hui, finalement, est aussi une acquisition de toute mon expérience de Bell. Voilà, je vous ai mis aussi les logos. Comme Carrefour a pu faire sa pub pour le poulet, je vous invite à manger de la raclette. Donc les sujets qu'on va aborder, l'idée c'est en fait de faire un témoignage, hein, vraiment en tant que end user à des end users. Voilà, donc ce que je vais aborder, ça va être très court, il y a juste 10 slides je crois maximum. C'est de vous faire un bref retour d'expérience sur notre industrie, donc les industriels laitiers. Un peu quoi, un rappel de nos contraintes en tant qu'industriel laitier, mes recos pour une équipe 4.0 et puis un peu des points clés de comment on se lance dans le 4.0 parce qu'effectivement on est tous invités à des événements pour parler du 4.0 etc. Et en fait il y a certaines questions qui restent en suspens quand on est industriel et donc voilà donc c'était aussi peut-être l'occasion de vous faire partager mon expérience et peut-être de répondre à certaines questions que vous pouvez avoir. Alors mon retour d'expérience de ce que je constate, on va surtout mon témoignage se fait sur la partie dans vos usines au niveau de la collecte du lait jusqu'à la sortie des produits finis. Je ne vais pas aborder tout ce qui est supply chain ou avant la collecte du lait en ferme. C'est plutôt une fois que le lait est arrivé chez nous. Et là, si on divise un peu notre usine, on va avoir une partie de préparation du lait de fabrication. Et là, on retrouve une forte automatisation de nos process continus. Généralement, on a des TRS élevés. On n'a plus beaucoup de vannes manuelles, on a des tableaux de pontage, etc. On a pas mal de vannes, d'automatisme, des postes de supervision. Donc on est relativement automatisé du côté du process continu. Ensuite, pour la partie ligne de fabrication, on va partir dans l'emballage, hein, primaire, secondaire. Là, en fait, on est souvent aussi très automatisé. Alors, l'automatisation, j'entends qu'on a des automates. C'est-à-dire qu'il y a un programme automate, on appuie sur un bouton, il y a des écrans tactiles, mais il y a encore des opérateurs. J'entends pas l'automatisation comme une forte robotisation où on voit plus d'opérateurs et ce sont des lignes robotisées. On a beaucoup de réseaux industriels dits privés. Voilà, donc ce qu'on retrouve, des noms que vous devez connaître, hein, Ethernet IP, Cercos, ASI, Profinet, Profibus, Modbus. Il y en a 200 dans le monde industriel. Voilà, ça vous les avez déjà dans vos usines. Vous avez déjà des réseaux de terrain. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment on peut les exploiter. On a aussi beaucoup de systèmes IT industriels qui ont été construits en silo pour répondre à un besoin à un moment donné. Et ces systèmes ne communiquent pas beaucoup avec l'usine et encore moins avec le système du concurrent. Donc on a des supervisions de lignes hein, qui peuvent être installées par Siemens, Rockwell ou Schneider. On va avoir des outils de contrôle de poids hein, qu'on va retrouver les grands acteurs, type Mettler Toledo ou Bizerba. Des rayons X, on a des applications de mesure de performance aussi, on a plein de petits outils qui se mettent en place. Voilà, mais tous ces systèmes-là sont faits pour répondre à un besoin, mais n'ont pas été installés pour être interopérables avec les autres systèmes qui les entourent. Ensuite, on a des machines qui sont nous prévues pour se connecter à un réseau industriel. Généralement, l'OEM, le fabricant de machines, quand il vous l'a livrée, elle est faite pour produire quelque chose, mais elle n'a jamais été construite pour se connecter à un réseau informatique. Voilà. La seule connexion qu'il connaît, c'est en fait vous rajoutez un modem dessus pour vous vendre du téléservice. Ensuite, on a peu de maîtrise informatique du côté industriel. J'ai quand même visité pas mal de sites, même ailleurs que Bell, et je rencontre pas beaucoup dans les équipes de maintenance des gens qui connaissent très bien le monde informatique. C'est vraiment donc le monde, nous, du côté OT, donc c'est-à-dire le monde industriel. On a souvent des compétences en automatisme. Et puis on a des connexions ouvertes vers l'extérieur, qu'on quelquefois on a tendance un peu à oublier. Tout ce qui est télémaintenance, téléservice, des contrats d'assistance, etc. Voilà, ces connexions ouvertes ne sont pas anodines quand on parle de cybersécurité. Alors nos contraintes, de ce que voilà, en ayant passé en plus d'un groupe à un autre, je peux vous dire que c'est exactement les mêmes contraintes que j'ai retrouvées de chez Bell ou de chez CFR. C'est qu'on souhaite tous garder notre savoir-faire. L'idée, c'est pas de donner toutes nos bonnes idées et puis toute notre expérience à des sociétés extérieures. On est aussi contraint par le programme Food Defense, qui est souvent en fait connu par les services qualité. Si vous connaissez, hein, c'est le guide des recommandations pour la protection de la chaîne alimentaire. Au paragraphe 6 de ce document-là, en fait, on parle de sûreté informatique.
Et en fait, juste ce paragraphe 6, la deuxième ligne, dit qu'on doit suivre les 40 recommandations de l'ANSSI. L'ANSSI, ce que venait juste d'évoquer Siemens auparavant. C'est-à-dire que l'ANSSI, qui dépend du ministère de l'Intérieur, fait des recommandations auprès des industriels de dire vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez quand vous êtes des acteurs agroalimentaires avec vos outils industriels. Voilà, on doit faire attention, on doit être vigilant, surtout sur la télémaintenance, etc. Et ce guide date de 2014, voilà, édité en janvier 2014, donc je pense qu'il a été travaillé bien avant. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et qui naît de l'industrie 4.0, voilà. Mais souvent méconnu de la part des industriels puisqu'il est plus du côté qualité, alors que 80% de ces sujets-là sont traités par l'informatique. Quand on parle de vidéosurveillance, ça touche l'informatique, les contrôles d'accès, ça touche l'informatique, la sauvegarde des données, les outils de, comment dire, de sauvegarde des procédures qualité, etc. Tout ça dépend de l'informatique. On souhaite tous limiter nos capex et puis réduire nos opex pour rester compétitifs. Voilà, on est tous là, on est un peu aussi en compétition, mais voilà, donc on cherche à optimiser. Les services maintenance s'appauvrissent. Donc, en plus, on parlait un peu de formation et tout ça, mais c'est un constat. On a de moins en moins de techniciens de maintenance. Voilà, c'est difficile à recruter. Donc, se pose la question de, voilà, de comment on va fonctionner à long terme. Et puis, on doit s'adapter rapidement au marché. Alors, les recos, voilà, ce que je veux faire, donc, c'est sans obligation. C'est de mon expérience personnelle, partagée effectivement avec le groupe Bell. Mais voilà, il y a pléthore de solutions techniques pour y arriver en 4.0. Je vous partage la mienne. Voilà. Alors, je pense que ce qui est super important, c'est de définir une équipe 4.0 dans son entreprise, mais multidisciplinaire. C'est pas forcément un sujet, comme on a pu l'entendre ce matin, c'est un sujet d'entreprise, c'est pas forcément un sujet technique qui ne concerne que l'automaticien ou que l'informaticien ou que l'équipe de la performance industrielle. Il faut des gens des ressources humaines parce qu'il y a un vrai changement et qu'il faut l'accompagner. L'informatique, définitivement, voilà, vous comprenez pourquoi, parce qu'on est vraiment en digitalisation. La maintenance, ça a été répété ce matin aussi, qu'il fallait impliquer voilà, les gens du terrain, donc la maintenance en fait partie. L'ingénierie, souvent parce qu'elle est centralisée, elle va permettre de mettre des bonnes pratiques et de dupliquer en fait des méthodes. Voilà, parce qu'en fait c'est aussi, on a l'idée de corps modèle, c'est pas l'idée aussi de déployer un POC d'une usine complètement différente d'une autre usine. Ensuite, donc, la production, parce qu'il y a des gains sur la partie performance. La qualité, parce qu'on parlait ce matin encore de traçabilité avec Carrefour. Et voilà, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être de qualité qui peuvent être améliorés avec la 4.0. Le juridique, à la fin, je vous présenterai pourquoi, en fait, à quel moment intervient le juridique et pourquoi il est vraiment important de l'embarquer dans ces sujets-là. Et puis des dirigeants, parce qu'il nous faut des sponsors. C'est un vrai changement et sans soutien, c'est très difficile. Voilà. Donc le premier point clé, il y en aura 4, c'est de réussir sa convergence IT-OT. Alors on a entendu parler d'IoT ce matin. Pour moi, l'IT-OT, en tant que end-user, ce n'est pas un capteur qu'on connecte directement sur Internet. C'est comment je fais fonctionner mon organisation IT informatique avec mon organisation OT qui est la production. Donc c'est IT Information Technology, OT Operational Technology. Donc là, je vous invite aussi, quand vous avez des gens qui viennent vous parler d'IoT, de demander en fait s'ils sont en train de vous parler d'un capteur ou s'ils vous parlent d'une organisation, de fusion d'une organisation. Voilà, parce qu'il y a souvent une confusion, dont après j'ai vu qu'il y avait un autre I qui a été rajouté à IoT, peut-être justement pour faire une différenciation, mais ça dépend où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de parler d'un capteur ou vous parlez d'une convergence d'organisation? Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'était en fait l'IT, le monde informatique est un peu complexe. Donc je l'ai représenté, l'imagé avec un arbre. Donc imaginez que en fait, votre organisation, elle va être comme ça. Informatiquement, ça va être un arbre. Vous allez avoir un réseau de terrain qui vont être toutes les racines, un réseau qui est souvent invisible, le monde technique, géré par les automaticiens. Et en fait, on va interconnecter nos machines entre elles pour les faire remonter via un tronc commun, qu'on va appeler la DMZ, qui est aussi un langage technique qui fait partie de la cybersécurité, et qui va remonter vers une couche supérieure qui est gérée par l'équipe informatique de votre entreprise pour exploiter la donnée. Donc en fait, comme un arbre pompe de l'eau pour vivre, pour se développer, en fait, l'idée c'est qu'un industriel prend la data qu'il a au sein de son usine, qu'il n'exploite pas encore de façon optimisée, pour la mettre à disposition de son équipe informatique qui, elle, a l'habitude de manipuler des datas. Voilà, on a tous des experts qui font de l'analyse de données, surtout du côté de la finance. Voilà, ils peuvent aussi facilement exploiter toute cette donnée industrielle qui est aujourd'hui pas forcément exploitée. Donc
ce que je prône, c'est que c'est pas forcément en fait qu'il faut absolument, quand on est du côté OT, avoir des partenaires qui sont dédiés que dans le monde de l'OT et de recréer des structures informatiques au niveau de son côté industriel. C'est plutôt d'exploiter les compétences qu'on a en informatique, de leur faire comprendre qui est le monde de technique, le monde de l'opérationnel, de les embarquer là-dedans, et en fait on arrivera à des résultats qui iront beaucoup plus vite, je pense. Et puis vous éviterez en fait cette problématique de capex et de difficulté de recrutement, puisque voilà, les profils qui manipulent les datas, voilà, ça a un coût qui n'est pas anodin. Si vous mettez un data scientist juste du côté OT, je pense qu'il va très vite s'ennuyer. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même de développer les compétences. Donc en le mettant du côté IT, vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc après, voilà, donc on peut comprendre que si j'avais un problème, par exemple, une faille, j'avais un virus qui venait d'Internet, en fait, je viens couper l'arbre et en fait, il évite d'aller m'arrêter mes machines du côté industriel et vice-versa. Si j'ai un opérateur qui n'a pas été vigilant et qui m'a branché son téléphone portable sur un SCADA, par exemple, une supervision, le virus ne va pas remonter du côté bureautique. Et une fois qu'on met tout ça en place, en fait, on peut développer là des sujets que vous avez tous en tête, j'imagine, des sujets comme le big data qu'on a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, d'améliorer votre efficacité énergétique, qui est un sujet qui est fortement d'actualité, la performance, voilà, donc on en parlait, la traçabilité. Donc là, une fois que les données sont là, on peut les tracer, on peut les exploiter, on peut faire de la maintenance prédictive, on peut faire de la blockchain, et puis il n'y aura pas d'autres limites, il y aura d'autres projets qui viendront une fois que la donnée est là. Et puis je vous ai mis le petit symbole du cloud à gauche, du nuage, parce qu'effectivement on a l'option de mettre toutes les données chez nous, mais quand même on va les tendre vers des serveurs. Mais ma recommandation c'est d'aller vers des clouds privés et pas forcément des clouds publics. Le deuxième point clé, c'est le DFD, donc le diagramme de flux de données. Donc là vous avez un schéma. Ça, on a eu une très très bonne expérience à la mise en place de ce genre d'outils. C'est qu'en fait la difficulté, c'est de parler de quelque chose qui est immatériel à des gens qui ont l'habitude de voir des choses matérielles. Quand on parle avec des gens dans les usines, ils voient bien ce que c'est qu'un tank de lait, un camion qui passe, un automate, encore, voilà, ils peuvent comprendre. Mais quand on parle de flux de données, etc., on commence à perdre les gens. Donc en fait, l'idée, c'est que ce qu'on est parti de ce que les gens savent, c'est qu'ils connaissent tous le process de leur usine. Ils savent que voilà, il y a des camions qui arrivent, qui déposent le lait dans un tank de stockage, ça passe par un pasteurisateur, ça va dans des cuves, etc. Bref, chacun a son process en tête et le voit bien. Et là, l'idée, c'est après de mettre ça en forme dans un document. Donc là, tous les petits carrés bleus que vous pouvez voir, bleu-gris, ce sont des étapes process. On a rajouté avec l'équipe informatique en orange tous les automates qui étaient connectés à ces équipements-là. Déjà pour voir si en fait on n'avait pas combien d'automates étaient connectés à ces machines, est-ce qu'il y en avait ou pas. À partir de là, on a aussi rentré combien de data, toutes simples, des variables ont été déclarées dans l'automate. Voilà. Et toutes ces variables-là, est-ce qu'elles étaient exploitées ou non? Et comme disait Benoît tout à l'heure, alors c'est plus de 300 000 informations qui ont été comme ça récupérées, listées chez Bell sur une seule ligne de production d'une seule usine. Voilà, alors elles ne sont pas du tout exploitées. L'idée, c'est pas d'exploiter ces 300 000 informations d'un coup. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est d'être vigilant avant de rajouter en fait des capteurs partout. Est-ce qu'on n'a pas déjà au moins 10 fois l'information chez nous? Voilà, donc ça, c'est ce que je prône quand on parle tous de diminuer les capex. Ça coûte rien. Moi, je l'ai refait dans ma nouvelle entreprise et c'est une personne qui travaillait l'été au niveau des ressources humaines pour remplacer quelqu'un en job d'été qui, en un mois, m'a mis ça en place et elle n'a pas du tout d'études techniques. Voilà, donc voilà, donc il y a moyen de mettre en place ces outils-là et une fois qu'on a ça, on se rend compte des flux. Alors en vert, pardon, j'ai oublié d'expliquer, c'est les flux manuels. Ça, vous en avez souvent. Des gens qui vont enregistrer dans des Excel, des données qui viennent déjà d'un écran. Voilà, donc elles vont faire une recopie de ce qu'elles voient et puis le ressaisir dans un écran. Voilà, donc après, quand on a ça en place, on peut voir en fait des choses qui pourraient paraître aberrantes comme ça, mais finalement, quand on est sur le terrain, on est habitué. Mais voilà, des données qui sont reproduites plusieurs fois dans un fichier Excel, donc on perd toutes les notions d'horodatage alors qu'elles sont déjà automatisées dans un automate, mais qu'elles ne sont pas exploitées. Donc à partir de là, vous avez un cahier des charges. Il est beaucoup plus facile d'entretenir des discussions avec des fournisseurs et de leur dire, voilà, moi je veux aller dans telle étape, je voudrais d'abord commencer à digitaliser telle information ou faire fonctionner deux équipements qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, comment les faire communiquer. Voilà. Le troisième point, c'est de connecter ces machines au réseau informatique et de connecter ces données dans un historian.
Donc le nom Historian, c'est un outil c'est un outil d'historisation de données, hein, ça a plus de 30 ans et ça vient du monde de l'informatique, de la pharmaceutique. Donc ceux qui connaissent la pharma doivent connaître. Donc finalement, tout à l'heure, personne disait qu'on n'était pas forcément très proche. Je trouve qu'on est très très proche du monde de la pharmaceutique. Aujourd'hui, la pharmaceutique est obligée de mettre des codes uniques sur chaque produit, ce qu'on appelle la sérialisation. Et si on veut faire en fait du blockchain avec Carrefour, il est très intéressant de mettre des codes 2D sur chaque produit, etc. Donc finalement, les exigences qu'il y a du côté pharmaceutique, je pense, vont très vite arriver du côté agroalimentaire. Et donc l'Historian est un outil qui permet d'enregistrer la donnée, mais très souvent, ils sont compatibles avec une réglementation FDA qui est la 21 CFR Part 11. Donc, à la fin, vous verrez encore le nom. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir un phénomène, c'est qu'on va commencer à mettre les données dans une base de données. À partir de là, il peut y avoir des critiques internes. Est-ce qu'on est sûr que la donnée est fiable? Puisque ça va être une donnée d'entrée sur laquelle on va faire toutes nos analyses. On va les donner après à des sociétés extérieures pour faire du machine learning, etc. Mais il peut y avoir une remise en cause en interne. Est-ce que cette donnée est fiable à la base? Est-ce qu'elle est juste? Donc en fait, l'idée de la mettre dans un historian, c'est qu'une fois qu'elle est dedans, elle est sécurisée, fiable, elle est non discutable. Elle est équivalente en fait à un disque de suivi de température d'un pasto, par exemple. Voilà, vous avez un disque matériel, papier. Ben là, c'est exactement la même chose. Une fois que la donnée est dans votre historian, elle est là, elle est fiable et elle a une valeur réglementaire. Donc là, sur le schéma, ce que vous pouvez voir, donc je pense qu'il faudrait que je pointe un peu. Vous avez différentes machines avec des automates. Et en fait, ce que je voudrais juste matérialiser, c'est que l'idée, c'est que vous avez déjà des réseaux de terrain avec du Modbus, du Profibus, etc. C'est que vous conservez ça et que en fait, vous connectez votre automate via avec un coupleur ou ce genre de choses que vous rajoutez, vous venez la connecter au réseau de terrain. Je ne vous recommande pas en fait de fusionner les deux mondes entre eux. C'est une solution technique qui est faisable. Le problème de ça, c'est qu'il va falloir des informaticiens dans vos équipes dans maintenance. Donc voilà, donc difficulté de recrutement, etc. Quand vous séparez les deux mondes, vous améliorez la sécurité, mais en même temps, vous arrivez à gérer que votre automaticien va s'occuper du réseau de terrain, il va se débrouiller, faire fonctionner la machine, et le réseau, la machine connectée au monde bureautique, elle va être du ressort de l'équipe informatique. Et on va avoir aussi une notion de temps. Une machine peut continuer à fonctionner même si elle n'est pas connectée au réseau. Si vous commencez à fusionner, le jour où vous avez un problème, ça va être difficile de trouver qui doit intervenir en premier pour dépanner la machine. Donc là, dans l'architecture, voilà, les machines sont connectées, elles remontent à un système informatique, souvent c'est de la fibre optique, et cette fibre optique est reliée en fait au travers ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, va remonter à des serveurs virtuels. Donc là, pareil, une reco d'aller vers des serveurs virtuels. Aujourd'hui, on a beaucoup de serveurs physiques qui sont installés dans les machines. Dans les usines, ces serveurs physiques ont un coût. Dès que ça tombe en panne, le problème c'est qu'il faut aller retrouver la personne qui avait la bonne version du logiciel, il faut le réinstaller en dur, ça prend du temps. Quand on parle de virtualisation, l'avantage c'est qu'en fait on fait des clones des images de fichiers. En 15 minutes, vous redémarrez un process. Donc ça a beaucoup d'intérêt quand on parle de cybersécurité. C'est pas forcément de mettre des outils pour empêcher qu'un virus attaque, c'est de se dire que si j'ai une attaque, finalement je sais redémarrer très facilement. Voilà. Donc c'est de laisser un peu rentrer quelquefois le problème pour mieux l'analyser, l'empêcher de revenir et puis redémarrer très rapidement le process. Donc là, la virtualisation aide beaucoup. Donc dans le serveur virtuel, je vous ai rajouté 3 choses. L'Historian, qui permet d'enregistrer la donnée. Le serveur OPCUA. Donc en fait, ça c'est le protocole que je recommande d'utiliser, qui est un protocole interopérable qui est public. Voilà, donc Siemens par exemple, ses automates communiquent en OPCUA. Vous pourriez poser la question à Schneider, ils le font aussi. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir maintenant des équipements qui peuvent communiquer entre eux. Et quand on prend des protocoles qui ne sont pas privés, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut demander à n'importe quel fournisseur de nous mettre ce serveur OPCUA. Il y a aussi un intérêt économique, puisqu'en fait, on cherche tous des subventions quand on développe des sujets 4.0. Si vous regardez les KPI qui sont demandés par l'Alliance Industrie du Futur pour être dit Industrie du Futur, en fait, ils demandent d'utiliser des réseaux, des protocoles interopérables. Et là, on y est avec l'OPCUA. Donc voilà, donc il y a aussi un intérêt de se dire, est-ce que finalement, en utilisant des choses interopérables, je ne rentre pas en plus dans les bons petits critères pour obtenir plus facilement des subventions pour m'accompagner dans le projet. Et puis le partage de fichiers, c'est très important parce qu'après, forcément, on va vouloir échanger des fichiers, je sais pas moi, une machine à rayon X. Voilà, on a souvent la qualité qui demande à récupérer
les images des produits qui ont pu être rejetés. Voilà, donc tout ça, il faut le sécuriser parce que en fait, si on le livre comme ça, on peut créer des failles informatiques. Voilà, donc c'est peut-être une image un peu trop technique, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis, ce qui est super important, c'est qu'une fois alors, soit c'est physique, soit c'est virtuel, mais c'est de segmenter, la reco c'est de le faire virtuel, c'est de segmenter les systèmes. C'est de ne pas faire communiquer la machine qui fabrique un produit A avec une machine qui communique par un produit B. C'est de les mettre dans deux réseaux virtuels différents, elles ne savent pas communiquer entre elles. Par contre, on passe par la DMZ pour les faire communiquer entre eux, avec des flux. Tu as le droit de communiquer telle information avec celle-ci, dans tel sens et pas dans un autre, etc. Donc c'est de canaliser les infos et de segmenter. Donc ça a un intérêt, le jour où j'ai un problème informatique, j'isole le problème dans une petite zone. Les flux de données. Une fois qu'on a ça en place, pour moi, il y a trois grandes étapes qui viennent dans les flux de données. Il y a celui en fait de la machine qui va communiquer, donc le H c'est l'historian, donc l'historian de mon usine. Donc on va avoir une base de données locale. Donc là on va plutôt parler de data warehouse par exemple. Et on va d'avoir une notion de temps réel. C'est à partir de là, je peux voir des tableaux de bord et je vois en temps réel ce qui se passe dans mon usine. Donc toutes ces usines, il peut y en avoir 20 ou 50 des usines. Et toutes ces usines-là, donc elles vont utiliser le réseau LAN, le réseau usine, quoi. Ensuite, on va passer au travers du réseau WAN. Donc WAN, c'est par exemple Orange, France Télécom, ou Bouygues, ou Free, hein, qui est votre fournisseur d'accès. À partir de là, vous allez passer à travers donc leur système informatique et vous allez retourner en centrale, hein, qui peut être une usine, un siège, autre. Et on va déverser toutes ces données-là dans un data lake pour ensuite être capable de les faire communiquer avec des outils d'analyse de données comme SAP, ClickSense, voilà, Power BI et autres. Donc là, on est plutôt dans une notion on est décalé par rapport à l'usine et on est plutôt dans des notions de rapport journalier, hebdomadaire, mensuel, autres. Et puis arrive le sujet juridique, parce que l'idée c'est qu'en fait on connecte ces datas aussi à l'extérieur. Donc là arrivent nos juristes de mettre en place des contrats, de définir à qui appartient la donnée et si j'arrête mon contrat, comment je les récupère, pour après les déverser, les communiquer avec des partenaires extérieurs. Donc notamment quand on va travailler sur la blockchain avec Carrefour, Leclerc ou autres. Voilà, donc en fait il faut mettre un contrat. Et puis après, on a surtout de l'analyse et expertise métier qu'on n'a plus chez nous, mais qu'on peut retrouver à l'extérieur. Voilà, donc là, d'autres sociétés que vous avez dû rencontrer, comme Aquacé, Optima, Metron. Voilà, il y avait Optim Data qui était là tout à l'heure dans la salle. Voilà, c'est des sociétés qui peuvent vous proposer du service, mais à condition que vous leur fournissiez de la data. Donc en fait, le parti pris ici, c'est pas d'empêcher de la data de circuler vers des extérieurs, mais surtout c'est de la canaliser, de la maîtriser avant de la fournir à l'extérieur. Et tout ça, en fait, comment dire, pour embriquer tout ça l'un des autres, donc ces trois canaux de données, surtout ça doit se faire autour d'un document que je vous invite à faire, c'est de mettre en place une politique de sécurité des systèmes d'information. Voilà, c'est qu'en fait la charte informatique interne, de dire comment en fait voilà, vos données vont circuler, ce que vous avez le droit de faire. Souvent aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises par les usines parce qu'en fait, voilà, il y a l'idée du POC et d'aller vite dans la digitalisation. Mais souvent, en fait, elles n'ont pas de support de leur côté informatique et donc elles vont très rapidement dans des POC. Voilà. Donc quand on a un document comme ça aide plus facilement les gens à avancer. Et voilà, j'arrive à la fin. Le quatrième point clé, donc effectivement, c'est de mettre en place cette sécurité, donc on va dire IoT, hein, et d'appliquer des standards internationaux. Donc là, je vous ai mis la liste des standards, des documents sur lesquels en fait on s'est appuyé pour pouvoir mettre en place cette organisation, ce 4.0. Donc en fait l'ISO 27002 c'est tout ce qui concerne la sécurité de l'information. Donc le 27 septembre il y avait en fait une commission qui a été organisée pour sensibiliser tous les industriels au fait que les assurances vont demander aux industriels d'être ISO 27002. Parce qu'en fait, elles ont dû payer tous les dégâts qui ont été causés par les attaques virtuelles de l'année dernière. Et pour maintenant empêcher ça, au même titre qu'on met des sprinklages dans nos usines, voilà, on empêche le feu de faire des dégâts. En fait, on va demander maintenant aux industriels d'être ISO 27002. Donc ça, c'est important d'être sensible à ça, puisque c'est quelque chose qui va nous être imposé, nous industriels, par les assurances. On a le paragraphe 6 du Food Defense. On a l'IEC 443. Donc, qui est en fait une norme qui dit comment les réseaux industriels doivent communiquer entre eux.
L'ISA 88, donc là je pense que bon, voilà, des gens comme Tetra Pak connaissent bien mieux que moi. Voilà, mais en fait tous vos process continus sont généralement ISA 88. Voilà, donc c'est des standards, des bonnes pratiques qui expliquent comment en fait on structure les programmes d'automatisme. La 21 CFR Part 11, c'est ce que je vous évoquais. Si vous mettez des outils d'historisation de données, je vous recommande d'être compliant avec cette réglementation qui, je pense, arrivera très vite, puisqu'en fait, elle est imposée dans le monde pharmaceutique. Et si à un moment, on veut faire du sans-papier et donner une valeur réglementaire à nos informations, il est intéressant d'être déjà compatible avec les normes FDA. Le PAC-ML, donc c'est une déclinaison de l'ISA 88, donc on parle des process continus, mais comment en fait nos process, nos machines d'emballage peuvent être programmées d'une façon logique et suivant une norme internationale pour pas qu'en fait, quand un fournisseur A me dit cadence, veut dire speed sur la machine B ou vitesse encore sur une autre, l'idée c'est un peu d'utiliser des normes et pour exploiter plus vite la donnée. Et puis l'OPCUA, qui est le protocole destiné à l'interopérabilité des systèmes industriels. Voilà, donc c'est une petite liste, il y a beaucoup d'informations derrière tout ça, mais si vous voulez vous lancer dans le 4.0, je vous conseille fortement, c'est de regarder ces documents-là, discuter avec vos services informatiques, et voilà, ils sauront vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais vous laisser souffler pour préparer vos questions. On a le temps. Bonjour, donc Julien de Tory News, anciennement Team Data dont vous parliez tout à l'heure. J'avais une question par rapport à la recommandation de l'historiane par rapport à la fiabilité des données. J'imagine que c'est une fiabilité dans le sens où ça tient des données figées qui sont stockées dans un endroit. Il y a pour moi une autre question de fiabilité qui est de dire quand on a une donnée qui est 10 en base, qu'effectivement ça corresponde à la réalité du produit, un poids produit, etc. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça, à vérifier que la donnée qu'on acquiert reflète effectivement la réalité et l'audit de ces systèmes d'acquisition? Alors, en fait, dans nos usines, on a en fait, dès qu'on a une valeur, alors surtout quand on va parler des données, les données qui sont les plus importantes à récupérer dans un premier temps, ça va être tous les CCP, ça va être les données d'énergie, ça va être les vitesses de machine, etc. En fait, à partir de ce moment-là, on a un nombre de données qui sont limitées. Et quand on va parler de CCP, normalement, ce sont des outils qui sont, voilà, il y a des contrôles réguliers, voilà, une métrologie qui est faite pour vérifier que la donnée est fiable. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on les a mis dans un outil qui est capable de l'enregistrer de façon fiable, on part dans l'idée aussi que la maintenance a bien fait effectivement son travail. Et là, c'est aussi la qualité dans les usines qui surveille ça, c'est que la donnée corresponde bien. Si aujourd'hui, ma donnée me permet de produire correctement, je considère qu'elle est bonne. Ce qui se passe, pourquoi on le met surtout dans l'historiane, c'est qu'il va falloir un moment, on va vouloir vendre à des organismes extérieurs de contrôle par laquelle ma donnée qui est sur un papier, et elle est exactement la même sur un outil numérique. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en interne, vous allez imaginer que quand on met ça en place, on crée une sorte de Big Brother, on peut tout voir à distance. Forcément, il y a une sorte de réticence en interne qui va se créer en disant je ne suis pas d'accord avec la valeur que tu as annoncée, moi j'ai 95 de TRS et pas 72 quand tu as pu me donner. C'est pour ça que quand on met des outils réglementaires, c'est aussi d'éviter des débats houleux en interne là-dessus. Mais effectivement, il faut que il y a des contrôles faits dans l'usine pour vérifier que cette la donnée brute à l'origine est juste. Ouais. Merci. Bon, moi j'ai une question pour montrer. Quand j'ai discuté avec toi, tu m'as dit que ça pourrait être mis très facilement dans les usines et ne pas coûter très cher. Donc, tu m'as parlé de 50 000 euros. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça peut se passer? Je me souviens que tu m'avais parlé qu'il faut privilégier le filaire et ne pas se connecter avec des réseaux extérieurs pour la sécurité. Donc, un peu plus pratique pour qu'on sente qu'est-ce qui peut se faire dans un petit atelier. Ok, c'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus, on en avait parlé. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que effectivement le capex qui est fait pour aller dans l'industrie 4.0 ou de commencer à collecter la data, il n'est pas forcément élevé. Vous avez déjà des machines, il faut partir des machines les plus récentes. Elles sont souvent déjà prêtes à être connectées. Il y a juste quelquefois un coupleur à rajouter ou ce genre de choses qui vaut entre 1500 et 2000 euros pour pouvoir en fait le connecter au réseau et remonter de la donnée.
Ce que je prône effectivement, c'est d'utiliser les réseaux que vous avez déjà. Au lieu de partir quelquefois dans un réseau Wi-Fi ou sans fil, de rajouter un capteur, est-ce qu'on n'a pas déjà l'information? Est-ce que je ne peux pas déjà utiliser mon câble? Je ne sais pas, vous avez tous des câbles jaunes ASI quelquefois dans les usines. Il y a peut-être encore de la place dans les automates pour récupérer cette donnée et de la mettre. À partir de là, quand vous faites ça, vous embarquez, vous impliquez votre service maintenance, automatisme à être dans le projet. Quand on commence à mettre des outils qui se connectent tout seuls, souvent on le fait sans l'intermédiaire des gens de la maintenance. On a tendance à les perdre alors qu'on avait dit qu'il fallait vraiment les embarquer dedans. Quand on leur dit, bah voilà, est-ce qu'il ne reste pas de la place dans l'automate? Est-ce que je peux rajouter une entrée, une information, une liaison 420 milli, etc. Souvent, l'automaticien va être capable de le faire. Il y a aussi un intérêt économique intéressant à ça, c'est que quand on connecte des outils pour faire de la lecture, de les remonter vers un cloud pour dire que tout va mal, je me dis toujours que si je fais ça à mon patron, il va vite me dire, ok, très bien, tu m'as fait constater que tout allait mal, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que tout aille mieux? Et en fait, le seul outil dans votre usine qui est capable de contrôler vos process en fonction d'une information, ce sont les automates. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est quand même, si l'information est déjà dans l'automate et vous passez au travers de votre automate, vous utilisez les réseaux qui sont déjà existants, mais notamment le jour où vous allez passer à l'étape 2, de dire, bah, je vais prendre en compte de cette information-là et ma régulation de vitesse va se faire en fonction de ce paramètre que je ne connaissais pas avant, que je n'avais pas identifié, c'est votre automaticien qui va faire la modification de programme et qui va l'ajouter. Si en fait, vous commencez à le connecter par des systèmes déconnecté, le problème que vous allez avoir, c'est qu'à un moment, il va falloir récupérer cette info pour pouvoir la corriger. Quand on parle de cybersécurité, ce qui est important, c'est d'avoir des flux montants. Si vous commencez à faire des flux montants et des flux descendants, ça va être vous arracher les cheveux pour savoir est-ce que je ne suis pas en train de faire venir, ouvrir une porte vers un système qui n'est pas fiable. Voilà, donc ma reco, effectivement, et c'est très économique, c'est d'utiliser déjà ce qu'on a, tous les réseaux, voilà, il y a encore de la place. Quelquefois, rajouter une carte d'entrée-sortie sur une machine, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc, je m'adresse à Siemens. Donc, vous proposez plutôt, donc, là, Xavier disait qu'il faut éviter les flux montants, descendants. Donc, alors que vous voulez aider les entreprises et faire du flux descendant. Donc, comment ça s'organise? On a la cybersécurité, vous leur proposez de vous léguer la maintenance ou autre chose. Donc, comment ça s'organise cette relation entre les fournisseurs et les entreprises laitières? Est-ce qu'elle s'organise? Est-ce que ça se met en place? Alors, pour la direction des flux, si on parle de la partie donc IoT, si on parle de la plateforme Sphere que j'ai montré tout à l'heure, effectivement, là, je rejoins Xavier, c'est des flux uniquement montants. Et c'est aussi la volonté du marché, c'est d'avoir vraiment une analyse de données qui va se faire au niveau du cloud, avoir des recommandations, avoir de la visualisation, sans pour autant redescendre de l'information qui peut être discutable vers les moyens de production. Donc sur ce point-là, je suis totalement en phase avec Xavier. Par contre, ce qu'on prône chez Siemens, c'est de faire fonctionner les différents jumeaux numériques ensemble. Là, c'est plutôt de la communication qui va être plutôt horizontale au niveau des jumeaux numériques. On est dans des phases de conception. On est dans des phases où on va faire interagir un jumeau numérique avec l'existant. Et là, on travaille effectivement en boucle fermée, c'est-à-dire il y a un échange, une amélioration continue par des systèmes d'itération, mais cela n'impacte pas, on va dire, sur la qualité de données qu'il va y avoir sur l'usine. Merci. Monsieur Delacour? Oui, ce que je peux rajouter par rapport à la sécurité de l'information, c'est que dans notre offre, nous avons une sécurité de l'information depuis le terrain. Et ça, c'est très très important de bien imbriquer en fait l'information depuis sa création et ne pas simplement se dire oui, mes réseaux de communication sont des réseaux sécurisés, mais c'est vraiment aussi de durcir en fait vos machines pour que des gens ne viennent pas les hacker et donner des fausses consignes ou rentrer des paramètres que vous ne voudriez pas voir rentrer dans vos machines. Donc c'est quelque chose qui tend à se développer. Hein, des gens tendent à vouloir rentrer sur les machines. Pour eux, c'est presque un jeu, et plus c'est compliqué, plus ça les dissuade, parce qu'il faut un résultat rapide. Ce sont des joueurs qui veulent un résultat relativement rapide. Donc en ayant
toute la chaîne de remontée d'informations sécurisée, vous allez détourner de vos usines en fait ces générations d'informaticiens de génie, quoi. Monsieur Poignant, je voudrais savoir si les jumeaux numériques, vous les utilisez dans la construction de la nouvelle usine. Donc, est-ce que j'ai aussi entendu parler des rétro-design partiels, donc c'est pareil, c'est du jumeau numérique. Est-ce que vous les utilisez pour la nouvelle usine? Alors, en partie, on utilise pour la partie bâtiment ce qu'on appelle le BIM, donc une approche intégrée en fait pour la construction des flux d'air. Enfin, on les amis de Clogère, j'ai vu tout à l'heure, donc ça fait partie intégrante des outils de simulation finalement qu'on utilise. Par contre, aujourd'hui chez Bell, très peu sur la partie simulation de packaging, que vous avez présenté tout à l'heure, ou simulation de procédés. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des moyens quand même assez conséquents si on veut atteindre des résultats pertinents. Aujourd'hui, notre footprint industriel n'est pas complètement standardisé, donc si vous voulez rentrer finalement dans du PLM comme ça, il faut déjà que vous ayez des machines qui soient similaires pour pouvoir avoir des résultats probants. Et puis aujourd'hui pour nous, c'est quand même un investissement conséquent dans son maintien, parce qu'on ne va pas le faire juste pour le démarrage de l'usine, mais après l'intérêt finalement c'est de pouvoir l'utiliser en continu pour quand on va faire un changement sur notre procédé, pour que ce changement se fasse proprement, rapidement. Donc il y a une vraie valeur ajoutée là-dedans. Aujourd'hui, c'est un peu trop en amont pour nous en tant que groupe Bell. Voilà. Est-ce qu'on aurait des témoignages dans la salle d'entreprises qui ont avancé dans cette réflexion ou dans l'utilisation? Quelqu'un aimerait poser encore une question avant de passer à la prochaine présentation? D'accord, merci beaucoup. On peut vous applaudir encore une fois. On va avoir encore une autre présentation sur tout ce domaine et les applications possibles avec Tetra Pak. Nous avons Mokhtar Ndoung, spécialiste de la digitalisation chez Tetra Pak, et Gilles Tisserand, directeur marketing chez Tetra Pak France également. Merci.